Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Marek Alter, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler de son dernier ouvrage, La Juive de Shanghai. Alors, donc c'est un ouvrage magnifique. Alors, cet ouvrage met en scène deux jeunes filles. Donc d'abord Ruth, qui est une jeune fille juive, une grande couturière, et qui va rencontrer finalement son opposé, Clara. Alors. Oui, c'est... Vous attendez que moi j'explique, d'accord. Parce que je ne veux pas trop en dire. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai découvert, grâce à ces deux personnages, ce que c'est l'amitié entre les femmes. Oui. Alors, il faut voir, bon, il y a une situation particulière. Nous sommes la veille de la guerre. Voilà, on est à Berlin en 1937. Oui. Ruth, c'est ma tante, c'est-à-dire la jeune sœur de ma mère, qui pensait qu'elle sera la Schiaparelli de l'époque. Elle est invitée à Berlin pour travailler dans un atelier de couture. Chez Frau Oppel. Mais Hitler est déjà au pouvoir. Alors, il y a l'atelier de couture où on parle doucement. Et oui, bien sûr. On touche des tissus, on parle des tissus, on parle de la beauté. Et d'un seul coup... il y a la terreur, il y a l'horreur. D'abord la voix, parce qu'il n'y a pas encore de télévision, il y a la radio. Bien sûr, donc, à la radio, la voix d'Hitler qui pénètre, qui casse cette progression paisible de cette jeune juive de Varsovie. Oui. Et puis commence la persécution, d'abord, avant même persécution des Juifs, des opposants à Hitler, des Allemands. Oui. Et parmi eux, il y a des groupes de jeunes communistes, socialistes, libéraux, catholiques, qui se révoltent contre ce dictateur qui tout doucement prend en main tout le pays. La jeune Ruth assiste involontairement à une fusillade, on voit la SS qui tire sur les opposants. Ça la traumatise d'ailleurs, toute sa vie elle repense à cet épisode-là. Exactement. Oui. Et elle se cache dans une cour, il y a une cabane, elle rentre dans la cabane et elle sent qu'il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Clara. C'est une jeune allemande résistante à Hitler. Elle sort donc, c'est juste le contraire. En général, on raconte comment les non-juifs sauvaient les juifs. Et là, c'est la juive qui sauve cette allemande. Elle se la soigne, elle l'amène à la maison chez son oncle, qui habite Berlin. C'est la raison pour laquelle elle est à Berlin. On la soigne. Et là, c'est nous une relation. C'est très drôle, où les gens pensent que l'amitié entre les femmes, c'est exactement comme entre les hommes. Ben, c'est pas vrai. Non, c'est carrément un lien sororal presque. Elles s'aiment comme des sœurs, mais bien plus encore. Parce qu'une femme, elle a une empathie beaucoup plus développée que l'homme. L'homme montre son amitié de manière virile. Il tape sur le dos, sur la cuisse de son copain, l'embrasse. Là, on est copains, on va boire un verre et on est copains. Une femme, c'est autre chose. Une femme, quand elle voit que son ami, est triste, elle pleure avec son ami. Bien sûr. Elle prend sur elle une partie de cette tristesse. Son ami est gai, elle est joyeuse. Elle danse avec elle. On voit ça tous les jours dans la rue. Ah, tu as une bonne nouvelle. Et toutes les deux ou trois il y a toujours ce partage. Se mettent à danser. Donc, il y a je suis très content que vous ayez parlé, parce que moi je trouve que la femme va jouer un rôle de plus en plus important dans notre société. À la fin de ce siècle, ce sont les femmes qui vont diriger les plus grands pays du monde. Déjà, commence un peu, et puis ça va se développer. Tout simplement parce que l'idée des patriarcats est dépassée. Un patriarche, c'est
c'est une brute d'une certaine manière. Et oui, bien sûr. Et d'ailleurs, justement, dans le roman, les femmes, elles ont, on a les personnages masculins et les personnages féminins. Et on sent que ces personnages féminins, ils ont une force en eux, ils ont une compassion, ils se comprennent parce qu'elles vont être séparées plusieurs fois, mais elles seront toujours dans le cœur l'une de l'autre. Et les personnages masculins, c'est vrai que on a Abraham qui est caché quand même derrière sa nouvelle épouse, qui ose pas trop dire. On a Mose Klukel qui lui a peur, il a peur qu'il arrive quelque chose, il a ce devoir de protection, mais finalement il a peur. Et c'est vrai qu'on voit que sa femme, elle est différente quand il n'est pas là, quand elle est seule avec Ruth, elle plaisante, elle cuisine, elle couse toutes les deux. Et c'est vrai que voilà, on sent que les hommes petit à petit s'effacent parce que les femmes prennent de plus en plus de place et elles imposent cette place-là. Elles ont raison. Vous savez, tout a commencé par la curiosité de la femme. Si on prend la Bible, il y a un couple, Adam et Ève, qui ont 2 fils. Et il y a des arbres fruitiers. Et tous les deux savent que c'est interdit de manger de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance. Et l'homme s'accommode facilement. Mais la femme, non. Avec des interdits, l'homme s'accommode. Oui. C'est la femme qui s'accommode. Et oui, elle va toujours au-delà des limites. Parce que la femme, elle est curieuse, elle veut savoir. Pourquoi est-ce qu'on m'a interdit de toucher à cette pomme? Et oui. Puis si on a interdit, il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc elle mange. Et parce qu'elle mange cette pomme que nous sommes là en train de parler. Parce qu'il y a des écoles, il y a des universités. Oui. C'est la curiosité qui nous pousse à apprendre. À apprendre ce qui est pas interdit, mais ce qui est caché. Bien sûr. Voilà. Alors, ce qui est important ici, pour moi, ce qui est important dans ce livre, c'est que nous sommes à l'époque où moi je suis né. C'est-à-dire que Varsovie, 36, donc trois ans plus tard, les Allemands envahissent la Pologne, la France, l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, c'est le début de la guerre mondiale, après la deuxième guerre, 75 millions de morts, qui dit mieux. Et tout doucement, les Juifs commencent à se rendre compte qu'ils sont condamnés à mort par cette nouvelle invasion de l'Europe. Et dans cette Europe qui est envahie, il y a à peu près 11 millions de Juifs qui parlent une autre langue, les yiddish, ma langue maternelle. Et ils sont pris dans un piège. Ils voudraient bien s'enfuir, mais toutes les frontières sont fermées. Et là, on apprend, ce que peu de gens savent, que la ville de Shanghai, qui était autonome parce que la Chine n'existait pas, la Chine était occupée par les puissances étrangères à l'époque. Il y a les Japonais, bien sûr, mais il y a aussi les Français, les Anglais, les Allemands, il y a les Américains qui débarquent. La ville de Shanghai propose d'accueillir tous les Juifs qui sont en danger, sans visa, sans passeport, ni rien. Or, il faut comprendre, ces Juifs ne savent même pas où est la Chine. Et oui, bien sûr. Oui. Ils ne savent pas. Alors, ceux qui savent, ils savent qu'on mange là-bas avec des baguettes. C'est tout ce qu'ils savent. Et puis, c'est loin. Et oui, c'est très loin. Quand on est à Varsovie, regardez la carte, c'est difficile. Oui. D'ailleurs, il y a une carte, hein. Il y a le voyage, voilà, au tout début, justement, voilà, il y a la carte avec le voyage de route. Et voilà, on se rend compte que c'est vraiment... Oui, c'est l'autre côté du globe. Si on pense que la Terre est ronde, donc les gens qui sont là-bas, ils sont en dessous de ces globes, tandis que nous sommes au-dessus des globes. Et là, une nouvelle se répand qu'il y a, parce que pour arriver là-bas, où on a beaucoup d'argent, et on peut prendre le bateau, ou à Hambourg, ou à Marseille. Mais ça coûte très, très cher, et puis ça prend quelques mois de mer. Ou il faut traverser la Russie, un peu comme Michel Strogoff de Jules Verne, toute la longueur, jusqu'au Japon, et puis du Japon passer en Chine. Mais là, il faut des visas. Et oui.
Parce que les Russes ne pouvaient pas entrer, l'Union soviétique à l'époque n'est pas encore en guerre avec l'Allemagne, puisqu'il y a les pactes germano-soviétiques. Et là, on apprend qu'en Lituanie, il y a un consul général du Japon qui, lui, il est prêt de donner des visas. Et alors, ceux qui sont plus politisés, comme les cas de Ruth et de ses amis, de son cousin Hugo, hein, ils se précipitent. Il faut y arriver. Ils arrivent là-bas. C'est très drôle parce que, vous voyez, les hasards. Hein. La Bible dit que tout est prévu, mais la liberté est donnée à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes libres, mais dans un cadre. Dans un cadre. Au-delà de ces cadres, on n'avait pas prévu. Et oui, bien sûr. Pas prévu. Et il s'est fait que j'ai fait un film qui sera montré à la télévision au mois de janvier sur les justes, sur ceux qui ont sauvé des juifs. Et j'ai interrogé ce consul général qui a sauvé 6200 juifs. Et je lui ai demandé pourquoi. C'est la seule question que j'ai posée à tout le monde. Allemand, polonais, ukrainien. Et il me répond, vous savez, moi je suis un samouraï. Et il y a un proverbe samouraï qui dit que quand un oiseau se pose sur les rebords de ta fenêtre, tu ouvres la fenêtre. Et il voit, donc il raconte, il voit hein, par la fenêtre des milliers de personnes, un peu bizarres, certains religieux, avec des barbes, papillotes, chapeaux. Hein, il ne connaît pas ça. Hein, et il va demander qu'est-ce qui se passe. Ils disent, ben là, vous êtes notre seul recours, notre seule chance. Et il commence avec sa femme de mettre des tampons. Grâce à ces tampons, ces Juifs traversent donc la Russie, qui n'est pas simple. Dans les wagons à bestiaux, ça j'ai connu moi-même, puisque nous, on était sauvés par les Russes, mais on est passé aussi par les trains. Et les trains, les marchandises n'ont pas de toilettes. Donc les trains s'arrêtent de temps en temps en plein champ, et ça pour permettre aux gens de se soulager. Et puis ils réparent. Et les gens, certains, courent derrière avec leurs pantalons, et c'est fini. Donc, je raconte ça, c'est une épopée. Hein, et ils arrivent à Kobe, à Japon, et de là, les Japonais les envoient à Shanghai. Et c'est là où elles retrouvent Clara. Oui. Mais elles ne se sont jamais quittées finalement, parce qu'elles étaient, on a souvent l'impression à la lecture que elles communiquent d'une autre manière, mais elles communiquent. Puis il y a cet épisode, on ne va pas trop dévoiler, mais où elles se retrouvent par hasard finalement dans cette gare, et elles savent. Clara dit, je sais que c'était toi. Et donc vraiment, voilà, il y a ce lien, il y a cette pureté dans cette relation, et on a l'impression que voilà, et puis d'entrée, dès qu'elles se rencontrent, Ruth lui dit, je suis juive. Elle sait qu'elle peut lui faire confiance. Et ça, moi, je trouve que c'est vrai que des fois, il y a des personnes, on les rencontre, on sait. Alors, est-ce que ce sont des retrouvailles? Est-ce que ce sont des rencontres? Ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Parce que dans le film, là, sur les justes, j'ai mis un juif qui était cardinal de Paris, Jean-Marie Lustiger, qui aurait pu d'ailleurs devenir pape, parce que Jean-Paul II pensait qu'il le remplacera. Bon, il est mort de manière prématurée. Et il était catholique, et il était juif d'origine, comme il disait, dans mon passeport, je m'appelle toujours Aaron, pas Jean-Marie, mais Aaron. Voilà. Et j'étais sauvé par des catholiques. Et alors je lui demande, mais à Toulouse, je lui demande, mais tu pouvais leur faire confiance? Je dis, tu vois, quand quelqu'un est généreux, on le sent tout de suite. On le sent avec le cœur, en fait. On sent qu'on peut lui faire confiance. Et il a sauvé son père, sa mère était déportée à Auschwitz, et il a sauvé son père qui avait un accent plus lourd encore que le mien, paraît-il. Alors ça peut dire. mais c'est vrai que dès le début,
ça nous prend aux tripes. Et moi, je ne l'ai pas lâché, hein. Je l'ai lu en 3 heures, mais je ne pouvais pas le lâcher. Il fallait que je sache. Et c'est vrai que voilà, on a souvent les deux, la vision de Ruth, ce qui se passe de son côté, le côté de Clara, évidemment. Et voilà, et on se dit, mais... Alors au début, c'est un peu perturbant parce qu'on a des flashbacks et très rapidement, en fait, on comprend que voilà, on part d'une situation, on a l'explication et on avance. Et on a les deux visions. Et enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis voilà, outre la dimension historique, puisqu'on est vraiment sur de l'histoire avec un grand H, d'ailleurs vous disiez vous l'aviez vécu, donc c'est quasiment autobiographique aussi. Les descriptions sont très réalistes et très prenantes, mais parce que c'est du vécu. Mais vous savez, là, je suis en train de terminer un petit livre qui paraîtra l'année prochaine, qui s'appelle Les Cantiques des Cantiques, Amour dans les ghettos de Varsovie. Et c'est très drôle, la mémoire. Au fur et à mesure, vous oubliez ce qui s'est passé dans votre enfance. Et oui. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier, avant-hier, ainsi de suite. Mais au-delà d'un certain âge, tout ce que vous avez vécu hier, avant-hier, on oublie. Et tout ce que vous avez vécu enfant ressurgit comme une évidence. Parce que c'est ce qui nous a construit, peut-être. Peut-être. Ça veut dire que ça s'est gravé dans notre cerveau, notre tête, le cerveau, ce sont des tiroirs. Et tout ce qui se passe s'enferme, se pose dans un tiroir, les tiroirs se ferment, et il faut savoir seulement le débloquer, l'ouvrir. C'est un meuble avec beaucoup de petits tiroirs, vous savez. Et ça a commencé avec ces livres, parce qu'il y a un passage sur Varsovie, et d'un seul coup, je me suis souvenu, les rues que je décris, ce sont des rues que j'ai traversées avec mes parents. Et bon, Varsovie n'est plus. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a une grande ville, belle ville, mais la Varsovie était complètement détruite par le bombardement, après par l'occupation allemande, après par la révolte des ghettos de Varsovie, après par la révolte de l'armée clandestine polonaise, et après par la prise de Varsovie par les soviétiques. Alors, il en restait rien. Alors, ce qui restait de ma Varsovie, c'est la plaque de rue Smocha. Et curieusement, alors, pour mon ami Lustiger, qui était cardinal, pour lui, ça représentait quelque chose. Il y avait une église en face de nous, en briques rouges, et elle n'était pas touchée. Parmi les ruines, il y avait seulement cette église. Elle n'était pas très belle. Et oui, mais il y avait le spiritus. Ouais. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle avec notre société, depuis que Notre-Dame a brûlé, c'est le chaos. Exact. Donc finalement, on se dit, finalement, quand ce spiritus s'effondre, tout va mal. C'est intéressant ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai, parce que quand Notre-Dame brûlait, et j'avais reçu un coup de fil de CNN, il voulait que je lise un passage de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui a imaginé l'incendie de Notre-Dame en anglais. Donc on s'est mis sur un pont, je crois, pont Marie, d'où on voyait encore Notre-Dame brûlée, et je lisais le passage de Victor, notre papa, Victor Hugo, en anglais. C'est un moment, un grand moment. Ah oui, mais et finalement, on se dit, voilà, il y a des moments comme ça, et finalement, on peut le rapprocher aussi de Clara et de Ruth. Il se lie un esprit entre eux, il se lie un lien, il se crée un lien, et une fois que ce lien, il s'éteint jamais, il se coupe jamais. Elles ont leur vie de femme, leur vie, mais voilà, elles sont toujours là, reliées. Mais vous savez, moi je suis un conteur. Je raconte des histoires. Alors bien sûr, la langue c'est important. Parce qu'aujourd'hui, je parle une dizaine de langues, mais je rêve en français. Et ma Bible, sans comparer à la Bible, qui m'accompagne quand j'écris, c'est le dictionnaire des synonymes. Ah oui. J'aime pas répéter les mêmes adjectifs 2 ou 3 fois sur la même page. Oui. Donc je cherche.
Et je découvre et je suis comme un enfant hein, qui a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas. Un mot que je ne connaissais pas. C'est magique les mots. Ah ouais, On découvre un mot, il y a son étymologie, il y a, pour peu qu'on ait un dictionnaire puis, historique. une sonnerie. Exactement, voilà. Il nous fait voyager rien que par le son qu'il émet. Et il y a des mots qui sont mélodieux. Et souvent, voilà, ces mots mélodieux nous parlent de bonnes choses. Et les mots qui sont assez durs, souvent, ce sont des choses violentes. Et les mots vous dévient parfois, vous amènent sur un autre chemin que vous n'avez pas prévu. Oui, oui. Toujours. Vous faites découvrir un autre monde. C'était la théorie de mon ami Solers qui vient de mourir. Mais lui, il s'attachait, c'était pas un conteur, lui, il s'attachait aux mots. Il a fait même un livre, sans point, sans virgule, seulement les mots. Oui, que les mots. Que de mots. Donc la guerre, c'est quand même quelque chose qui vous suit dans tous vos écrits. Les femmes sont très présentes aussi, puisqu'il y avait donc la série avec Marie, vous avez les personnages féminins vous intéressent. Vous disiez que là, donc, Ruth était votre tante. Alors, est-ce qu'elle est devenue une grande couturière? Des grands couturiers. C'est vrai que parmi, même en France, il y a Coco Chanel, bien sûr. Et il y a Schiaparelli en Italie. Et les femmes, comme je vous ai dit, je suis surpris, étonné et admiratif devant les femmes. Ça a commencé avec ma mère, sans que ça devienne un complexe d'Édipe. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai vu, j'avais 4 ans, on était dans les ghettos, et mon père était dirigeant du syndicat des imprimeurs. Il y avait des juifs et des non-juifs. Donc, 2 ou de ses copains catholiques sont venus, les ghettos étaient encore ouverts, frapper à notre porte la nuit, et ils nous ont dit, il faut partir, c'est le moment, demain, on ferme les portes des ghettos. Et mon père, je me souviens, s'était mis à discuter, il dit, mais où est-ce qu'on va aller? Et puis la France, l'Angleterre, l'Amérique vont nous sauver, etc. Pendant que lui, il discutait, ma mère avait préparé déjà les baluchons, m'a pris par la main, on dit, on s'en va. Et si je suis là, c'est grâce à elle. Et j'ai compris tout le long de ma vie que la femme est beaucoup plus décidée. Quand il s'agit de la vie ou de la mort, elle sait ce que c'est. Oui. Elle sait ce que c'est la vie. C'est le Coran d'ailleurs. Le Coran, la Mahomet, il dit c'est quoi un père? Hein? Il donne à une goutte de sperme, il devient papa, il est content. Oui. Qui s'occupe de l'enfant? C'est la femme. Bien sûr. Oui. Elle sait ce que c'est. Ben oui. La vie, la mort, la maladie, les dangers. Et c'est vrai que le destin des femmes a guidé mes pas d'écrivain pendant longtemps. D'abord, j'ai fait 3 livres sur les femmes de la Bible. C'est les femmes qui ont fait la première grande religion monothéiste. Puis Marie, un grand best-seller. Puis les 3 femmes de l'islam. J'ai fait découvrir aux musulmanes les femmes fortes. La femme de Mahomet, lui, était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. C'était un type intelligent, malin, rapide, mais c'est elle qui savait lire et écrire, et c'est elle qui lui lisait. Bien sûr. Les 2 livres qui l'ont précédé, hein, la Bible et les évangiles. Et puis j'ai fait Ève, l'inconnu de Biробidjan, donc pas mal. Et là, j'ai trouvé que cette aventure ne pouvait être portée que par une femme. Oui, parce que le lien, ce que vous disiez tout à l'heure, le lien n'est pas le même. Ouais. Tout à fait. La juive de Shanghai. Alors, je me suis demandé pour les titres, parce qu'il y avait La Dame de Shanghai de Orson Welles, le film avec
Je crois que c'est Rita Hayworth, je crois. Oui, je crois. Mais bon, c'est pas Rita Hayworth, c'est un autre personnage, beaucoup plus palpable, contemporain. On aurait pu la placer pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a cette femme extraordinaire qui cherche au contraire à sauver des vies au lieu d'encourager des hommes à s'entretuer. C'est sûr. Et donc, moi, je reviens un petit peu sur Ruth. C'est vrai qu'on a, dès le début, en fait, quand on nous décrit, vous décrivez ses robes, on a l'impression qu'elle les anime, ces robes. Et d'ailleurs, elle fait le prestige de la maison, mais parce que, justement, elle a ce petit plus. Elle coud très bien, mais elle met tellement d'elle-même, elle met ce même spiritus, finalement, dans chaque robe, que chaque robe en devient unique. Et quand sa patronne lui offre le manteau, elle est très contente, mais elle se dit je vais le garder. Puis après elle se dit ah ben non, finalement je vais le mettre. Et ça aussi, c'est donc bon, ça arrive au même moment où elle change de nom aussi, où elle a d'autres papiers, mais on va pas trop en dire. Mais voilà, je trouve que ce manteau, finalement, quand on s'incarne, l'âme elle prend un manteau, hein, prend ce corps physique, et là voilà, ce manteau symbolise un nouveau départ pour elle. Oui, il y a aussi les rapports à la matière. La sensualité de la matière. Oui. Et ça, c'est très très bien décrit, hein, les tissus, le bruit des tissus. Ça, j'ai appris chez Balzac. On apprend toujours, il y a toujours quelqu'un avant vous. Balzac, dans un de ses livres, Illusion perdue, il commence par décrire un atelier d'imprimerie à Angoulême, avec une précision extraordinaire. Il a passé, paraît-il, des jours et des jours à regarder, travailler les imprimeurs. Bien s'imprégner. Voilà. Et ça donne tout de suite, d'abord la crédibilité. Bien sûr. Vous êtes, c'est pas dans l'imaginaire, vous êtes dans le réel. Puis on est plongé dans cet atelier. Et puis, c'est poétique, l'exactitude est poétique. C'est Rimbaud qui disait. C'est-à-dire que se tromper d'un point, c'est se tromper déjà de rythme. Bien sûr. Il faut mettre les points, point, virgule, deux points, etc. Donc, j'ai fait ce que Balzac a fait pour l'imprimerie, là, pour la couture. Et j'ai décrit, dans la première page, l'atmosphère dans un atelier de couture. Et c'est vrai, vous avez 100% raison. Il y a un rapport entre ceux qui travaillent, ceux qui inventent, ceux qui imaginent et ceux qui choisissent la matière. C'est ça. Est-ce qu'on va faire quelque chose dans le tissu plus lourd, la soie, le coton? J'étais admiratif. Moi, quand j'ai des amis qui sont de la couture, je vais voir, je suis allé d'ailleurs voir comment ça se passe. Je ne reconnais pas la différence entre les tissus. et là, et c'est pour ça que je vous ai parlé de la brutalité des hommes qui imposent un régime, un système, une seule croyance. C'est que quand vous êtes dans la délicatesse, dans la création, d'un seul coup, la voix d'Hitler qui rentre dans l'atelier grâce à un haut-parleur, il y a une radio, ça résonne beaucoup plus fort que si Ruth travaillait dans un café comme où il y a le bruit naturel des gens qui viennent prendre une bière ou un rosé. Ça vient briser l'harmonie. Il y a cet équilibre où on a l'impression d'être presque dans une fourmilière, parce qu'elles sont chacune à leur ouvrage, elles sont dans leur bulle finalement, et d'un coup, hop, tout éclate. Et là, il faut, c'est la fin et il va falloir agir. En tout cas, un livre à lire et à offrir, La Juive de Shanghai, un très très bel ouvrage. Donc bientôt un film. On en parle.
on est en train de travailler sur une BD, une bande dessinée. Il y aura 5 volumes sortis chez Glénat. Donc il y a 3 dessinateurs qui travaillent d'arrache-pied. Moi, je n'aurais jamais pu le faire parce que résumer un livre par des bulles, c'est difficile. Ah oui, mais c'est le dessin qui fait beaucoup. Hein. Mais ça peut aider les films. Bien sûr. Les cinéastes peuvent trouver là quelques scènes qu'ils mettraient en marche, qui donneraient un peu de punch. Parce que les BD, c'est quand même, ça ne bouge pas. Et oui. C'est un dessin, il ne bouge pas. C'est au lecteur de le faire bouger. Avec la bulle, c'est à lui de le mettre en animation finalement. Exactement. Tandis qu'un film, dès que vous voyez sur l'écran apparaître des personnages, il bouge. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est lancé après, on l'arrête pas. Et donc le prochain roman, vous parliez tout à l'heure du prochain livre. Alors c'est Cantique des Cantiques, c'est l'histoire d'amour, comme dans les Cantiques des Cantiques, et entre une jeune fille et un jeune garçon. Ils ne se touchent jamais, mais elle lit Cantique des Cantiques, elle est dans le ghetto de Varsovie, donc ça m'a permis de raconter ce qui se passait dans les ghettos, etc. Et elle est dans sa bulle. Le monde s'écroule et elle s'accroche à l'amour. L'amour inconditionnel. Bon, on a hâte. Donc ça, c'est pour 2024. Donc en attendant, La Juive de Shanghai, Marek Alter aux éditions XO. Merci. Merci infiniment. Et puis pour le prochain, je veux une émission. Je vous promets. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.